That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Pour continuer dans cette voie-là, pour montrer combien ce concept de banlieue film, il est difficilement applicable à ce que nous proposent les réalisateurs. Et une fois encore, hein, en dehors de la qualité de ce qui est proposé, et même s'il y en a souvent. Quand on réfléchit cette fois-ci à l'origine de ce cinéma, hein, tel qu'il a été vu et perçu à la critique et tel qu'il a fait son éruption dans le champ cinématographique français, dans le panorama cinématographique français. Eh bien là aussi, ce concept de banlieue film, me semble-t-il, ne fonctionne pas. Dès le départ, alors une fois encore, hein, ce concept, il a été formalisé en 1995, mais les banlieues films, on va dire, hein, pour les plus représentatifs, c'est 10 ans avant que cela se passe, hein, plutôt en 85. Il y a eu d'autres films avant, en 84, il y a un film qui s'appelle Laisse Béton de Serge Le Perron, mais je laisse de côté, mais parce que les critiques qui se sont intéressés, de même que les universitaires qui s'intéressent à ces questions-là, en parlent plutôt peu et vont se concentrer plutôt sur le cinéma fait par, une nouvelle fois, ces jeunes issus de la seconde génération sur les quartiers populaires qui seraient les leurs. Quand on prend l'année 1985, l'année 85, il y a deux films très intéressants qui montrent que ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas, ce concept de banlieue film, dès le départ donc. Alors, dès le départ, le concept devient inopérant. Il n'est pas opérant, il ne me renseigne pas sur la banlieue, il ne me dit rien de la banlieue. Le film de Mehdi Charef, Le thé au harem d'Archimède, qui date de 85. Et puis un autre film de Bouchareb, en 85, qui s'appelle Bâton rouge. Ces deux films sont très très différents l'un de l'autre. Mehdi Charef, dans son film Le thé au harem d'Archimède, alors qui va connaître un succès critique plus important que Bâton rouge de Bouchareb, parce que Mehdi Charef est un romancier, qu'il a connu un certain succès 2 ans avant avec un roman, que le film est soutenu par Costa Gavras, le théorème d'Archimède. Et le théorème d'Archimède, ce qui l'intéresse, à travers ces deux protagonistes principaux qui s'appellent Pat et Majid. Ces deux films, justement, un Français, un blanc, hein, pour l'appeler comme ça, et puis un Français d'origine maghrébine, qui sont amis dans le film, et qui, pour moi, ne sont pas sans évoquer une sorte de macadam cow-boy à la française. Ce ne sont pas les rapports ethniques qui intéressent Mehdi Charef dans le film. Ce n'est pas le seul parcours de Majid, c'est aussi le parcours de Pat et de sa famille, de sa mère notamment. Donc on n'est pas du tout dans un cinéma de type ethnique, façon urban movies nord-américain. On est vraiment dans d'autres types de problématiques. Comme je le disais tout à l'heure, sur ce déclassement social et sur les effets qu'ils produisent sur la vie des individus. Ce film est très intéressant sur plusieurs plans. Sur le plan de l'école, sur le plan de la religion et sur le plan de la présence des femmes à l'écran. Alors, tu te rappelles, hein, je t'ai dit, le banlieue film, on est en 85, pour la critique, le religieux ne ferait son apparition qu'au début des années 2000, une présence féminine forte, également ferait son apparition, mais seulement aussi dans les années 2000. Quand je regarde le théorème d'Archimède, je me dis que ce concept de banlieue film n'est pas opérant. Il y a une scène d'ouverture du film où l'on voit la mère de Pat accompagner son autre frère chez la voisine de palier, qui est la mère de Majid. Donc, une femme d'origine maghrébine. Et le soir venu, cette femme vient récupérer son enfant. Elle vient récupérer son enfant. Et il y a une scène qui, me semble-t-il, est très forte. On voit quoi? On voit la mère qui frappe à la porte, personne ne répond, elle ouvre la porte, ou la porte est entrebâillée, je ne sais plus, et on voit cette mère de famille qui a gardé son enfant toute la journée parce que la mère est partie au travail, on voit cette mère d'origine maghrébine en train de faire la prière, et on voit le petit garçon de la mère française en train de faire la prière avec cette femme. C'est une image saisissante, c'est une image très forte. Je ne sais même pas si elle serait proposée aujourd'hui cinématographiquement parlant. L'air
d'un jeune garçon, enfin, j'imagine déjà ce que certains pourraient du moins en dire. Mais voilà, il y a une présence du religieux d'emblée, de même qu'il y a une difficulté de communication entre la mère de Majid et Majid sur le terrain religieux. Elle lui parle en arabe, il ne comprend pas sa langue, elle va en permanence consulter un hajj, pour le dire très très vite, une sorte de voyant qui ne voit rien justement concernant son fils. Et il y a mésentente, ils n'arrivent pas à s'entendre, ni sur le plan de la langue, ni sur le plan religieux. Mais il y a une présence du religieux. La critique dit pas de présence féminine forte avant le début des années 2000. On est dans un modèle patriarcal de type maghrébin qui écraserait tout. Je regarde le Théorème d'Archimède de Mehdi Charef, et au contraire, et c'est ce que je vais constater dans d'autres films, dans Hexagone de Malik Shiban, c'est que les femmes sont montrées à l'écran justement parce qu'elles apparaissent comme étant les piliers de modèles familiaux vacillants, soit parce qu'il y a des pères qui sont absents ou démissionnaires, et soit également parce qu'on a affaire à des jeunes hommes qui sont en rupture de banc social. Et donc que les femmes sont absolument essentielles. Leur présence ne doit pas se mesurer en temps de parole et en temps de présence, mais en ce qu'elles permettent justement de faire en sorte que ça tienne, que ça continue de reposer sur des assises relativement fermes. Donc, on a bien d'emblée une présence de la femme, une présence du religieux, et autre chose qui est intéressante dans le film, c'est le moment où, dès le départ, en 85, les cinéastes vont questionner le rôle de l'éducation dans les écoles. Alors, me semble-t-il, c'est quelque chose d'absolument déterminant, que montre plutôt bien Mehdi Charef, mais avec une lecture qui est faite par la critique qui me paraît reposer sur une difficulté. Sur le terrain purement scolaire, je dis bien, sur le terrain purement scolaire. Sur le terrain purement scolaire. La plupart du temps, la critique dit la chose suivante, elle dit ce que montre le banlieue film, c'est que l'école aurait trahi ses idéaux, notamment la logique universaliste qui est la sienne, à travers les principes d'égalité, surtout, dans le traitement des élèves, parce que les banlieues films nous montreraient combien, au fond, les principes républicains propres à cet universalisme-là ne s'appliqueraient pas pour eux. Et je vais prendre quelques exemples ensuite. Il y aurait, en somme, l'école aurait mis en échec sa vocation universaliste. Et le cinéma serait analysé sous cet angle-là. Alors, cette lecture-là, me semble-t-il, pose problème parce que une fois qu'on a dit que la République serait de type universaliste, c'est la fameuse logique de l'article 1, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Une fois qu'on a dit ça, là, on n'a pas dit grand-chose. Parce que ça veut dire quoi dans un contexte français, dans un contexte politique et intellectuel français, universalisme? Ça veut dire quoi égalité? Je veux dire par là que les mots, me semble-t-il, la critique confère beaucoup trop de crédit au concept qu'elle utilise, comme le concept de banlieue film. Comme si les mots étaient censés signifier quelque chose d'emblée, me renseigner sur ce que ça veut dire universalisme, comme si je pouvais comprendre d'emblée ce que ça signifie, comme si je pouvais comprendre d'emblée ce que ça signifie égalité, c'est-à-dire traiter de façon égale les individus entre eux. Là, pour moi, c'est comme au cinéma. Pour parler d'une image, j'ai besoin d'une autre image. Eh bien, avec les mots, c'est la même chose. Pour parler d'un mot, d'un concept, j'ai besoin de le remplir avec d'autres mots. Les concepts sont toujours vides, ils sont creux, ils ne signifient rien. Il faut toujours pouvoir les remplir d'un certain contenu pour comprendre ce qu'ils signifient. Eh bien, le concept d'universalisme, dans un contexte français, signifie tout à fait autre chose que ce que peut y voir la critique. Le concept universaliste français
il est travaillé par deux forces qu'on retrouve dans la logique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans son article 1, dans cette vocation qu'aurait la France à parler au nom de l'humanité, au nom de tous les autres hommes, elle tente à montrer qu'au fond, ici, on est dans une forme d'ethnocentrisme dilaté. C'est la France qui parle pour tout le monde, à travers sa Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est cette fameuse conception universaliste. C'est une forme d'ethnocentrisme dilaté qui va produire deux effets concernant la France. Soit procéder par voie d'assimilation à l'égard des autres. Et ce sera toute la logique colonisatrice qu'on retrouvera sous la Troisième République. On assimile les autres, et on s'efforce d'éradiquer toute forme de différence. On le rend conforme à soi. Ça, c'est la logique d'assimilation de l'universalisme version française. Mais d'un autre côté, il y a une autre force qui travaille ce concept, c'est que tout ce qui ne peut pas être assimilé sera rejeté. Et par exemple, sera rejeté tout ce qui nous est proposé, alors culturellement, politiquement, juridiquement, par les États-Unis d'Amérique. Tout ce qui paraît inassimilable, vraiment d'un point de vue intellectuel, au sens strict du terme. Et donc, on a ce double phénomène, assimilation-rejet. Eh bien, c'est plutôt comme cela qu'il faudrait peut-être voir la façon dont l'école est envisagée par certains réalisateurs, au premier chef, par exemple, Mehdi Charef dans son film, qui montre que l'universalisme français, il est travaillé aussi à l'école par ces deux forces-là, assimilation, réception, rejet dans un même temps de tout ce qui paraît inassimilable. Le théorème d'Archimède, à un moment donné dans le film, le personnage qui est joué par Pat, à un moment donné, Pat, dans le film, se souvient, il a un souvenir, il se rappelle d'une scène à l'école avec un professeur de mathématiques qui est éméché au possible et qui interroge un jeune homme d'origine maghrébine qui s'appelle Balou dans le film. Il demande de venir au tableau et il lui demande de venir écrire, on est en mathématiques, il demande d'écrire au tableau le théorème d'Archimède, le fameux théorème d'Archimède, donc en 3 mots, le théorème d'Archimède. Et Balou va au tableau et il commet un impair, il fait une faute dans l'orthographe également. Il n'écrit pas au tableau le théorème d'Archimède façon mathématique, il écrit le thé, la boisson, au harem, le fameux harem, d'Archimède. Voilà, on a le thé au harem d'Archimède, on a 5 mots. On devait avoir 3 mots au tableau, on a 5 mots. Le professeur, que fait-il? Il le punit, il le fait se promener dans la classe avec il le gifle, il le fait se promener avec un cahier dans le dos, bref, c'est le bonnet d'âne, c'est l'imbécile. Et que voit-on dans ce moment de flashback? C'est un souvenir, on est dans du noir et blanc dans le film, et on a Balou qui revient quelques années plus tard dans le quartier, au volant d'une voiture, avec une prostituée blonde à l'arrière, un cigare, des billets de 500 francs placardés sur les vitres. Bref, dans le film, ce qui est montré, c'est que le succès criminel de Balou, plus tard, est à mettre en étroite relation avec le rejet scolaire qui a été le sien, avec son échec scolaire. Il y aurait une relation. Mais qui montre bien dans le même temps combien ce qui n'est pas assimilable, ce professeur, est indisposé au possible par le fait que cet élève n'ait pas su écrire correctement le théorème d'Archimède au tableau. Et que donc, il y a un rejet de sa part. Balou est rejeté. Et Balou finit par quitter effectivement la salle de classe. Dans le film Ma cité va craquer, Ma cité va craquer de Jean-François Richet. Là aussi, il y a une présence de l'école. Dès les premières minutes du film, on a une scène dans un collège, une scène de violence, d'affrontement entre des jeunes à propos d'argent relatif à un trafic de drogue. Juste avant, c'est intéressant, on avait une professeure d'anglais qui faisait un cours sur la déclaration d'indépendance nord-américaine, celle de 1776. Déclaration... 75, j'allais dire 75, ouais.
Oui, oui, 75-76, 1776. Déclaration d'indépendance nord-américaine. Personne ne l'écoute. Et le film montrant surtout que les concepts dont elle parle, concept d'égalité notamment, elle utilise le concept d'égalité, que ce concept ne va pas s'appliquer aux jeunes hommes qui étaient liés à la bagarre. Parce qu'immédiatement, dans sa classe, sont interpellés 3 jeunes garçons, 2 garçons de type maghrébin, un jeune français pour le qualifier ainsi maintenant, avec beaucoup de guillemets. Ils sont interpellés dans le bureau de la principale, et sans que leur responsabilité soit reconnue, ils vont être exclus pendant 1 semaine du collège. Manière de montrer que ces principes de traitement égal, qui voudraient qu'il y ait une présomption d'innocence, par exemple, qu'il y ait une enquête, bref, ça ne s'applique pas pour eux. C'est l'exclusion. Ils sont inassimilables, on les exclut. Il faudrait poser la question à Jean-François Richet, parce que je ne sais pas si c'est fait exprès, mais le vocabulaire qui est utilisé par lui dans le rapport que l'enseignant a avec les élèves est très, très intéressant. L'enseignante, après leur avoir signifié leur exclusion, leur dit « Et maintenant, vous pouvez disposer. Hein, maintenant, vous pouvez disposer. » C'est-à-dire, est utilisée une rhétorique de type militaire. De même, à un moment donné, cette rhétorique se retrouve dans la bouche, cette fois-ci, des jeunes gens. La police vient dans le quartier et l'un d'eux dit « Tiens, ils ont envoyé leurs troupes. Hein, » au sens de leurs troupes militaires. Et puis on voit quoi immédiatement à l'écran? On voit le surveillant du collège, le pion, qui accompagne la police pour aller chercher l'un de ces fameux jeunes qui était à l'origine, qui aurait été prétendument à l'origine de cette bagarre au sein du collège. Bref, une collaboration entre l'école, l'institution scolaire et la police. Une image un peu étrange, mais on a le surveillant qui est dans le quartier et qui fait son éruption avec la police au sein du quartier pour aller dénoncer l'un des jeunes élèves qui aurait été prétendument responsable de cette bagarre. C'est très très intéressant cette utilisation, cette rhétorique militaire, à la fois dans la bouche de la principale comme des différents protagonistes, qui, me semble-t-il, permettrait de lever quelques ambiguïtés sur la manière dont, d'un point de vue critique, on pourrait rendre compte de la façon dont l'école fonctionne depuis le départ. Hein. C'est quoi l'universalisme à la française? Le problème, très souvent pour la critique, c'est de considérer que l'école aurait été mise en place pour permettre, via l'éducation, l'émancipation des élèves. Hein, en faire des individus qui, comme le dit Kant, sortiraient de l'état de minorité intellectuelle pour entrer dans la majorité intellectuelle, bref, faire de nous des individus qui soient libres, qui raisonnent, qui pensent. Mais l'école, elle n'a pas du tout été dans un contexte français mis en place pour cela. L'école, sous la Troisième République, sous les lois Ferry, elle est mise en place pour faire aimer la République, hein, pour faire des individus de futurs citoyens, mais au sens républicain du terme. Il faut peut-être contextualiser, c'est que les lois Ferry, hein, qui sont prises pratiquement au début des années 1870, les lois Ferry, elles sont contemporaines d'un contexte. Hein, la France, en 1870, pour le dire très vite, elle vient de perdre la guerre contre la Prusse. Hein, Bonaparte est défait à Sedan. Bref, Bonaparte quitte le pouvoir et la question se pose, que va-t-il advenir sur le plan politique de la France? Et en gros, la France est travaillée par deux tendances, les monarchistes et les républicains. Et donc va se mettre en place un régime politique qui va s'efforcer de contenter les uns et les autres. Les monarchistes, avec un président et puis des assemblées parlementaires fortes pour contenter les républicains. Alors, je n'entre pas dans le détail, mais il se trouve qu'à un moment donné, à partir de 1877, le régime va devenir républicain. Mais rien n'était donné dès le départ, rien n'était assuré. Et ce qu'il va falloir faire pour les républicains, c'est s'efforcer de faire aimer la République, de la faire aimer. Comment? D'abord par l'école. Et donc c'est l'institution, la mise en place, via les lois Ferry, de l'école obligatoire, gratuite, laïque,
Mais justement, les choses n'étant pas gagnées, cette République, elle est fragile, elle est dans ses premières années, il va falloir essayer de la faire accepter. À l'autre bout de la chaîne, en même temps que les lois Ferry, c'est les lois sur la circonscription militaire. C'est-à-dire qu'au deux bouts de la chaîne, on prépare les individus à être de futurs citoyens, mais aussi à préparer la revanche contre la Prusse. Éduquer les enfants à devenir de bons citoyens, mais aussi de futurs soldats. Je renvoie à tout ce qu'a pu écrire Michel Foucault dans Surveiller et punir, sur la manière dont l'école, la caserne, l'hôpital se mettent en place en même temps, c'est-à-dire des lieux à la fois d'assimilation, l'école, mais d'exclusion pour tous ceux pour qui ça ne fonctionnerait pas. L'hôpital psychiatrique, la prison. Et donc cette rhétorique guerrière, quand elle se retrouve plus tard dans le film de Jean-François Richet, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais elle montre combien l'école n'a pas été mise en place, une fois encore, pour émanciper les individus, en somme, hein, pour le dire peut-être de façon un peu brutale, mais plutôt pour domestiquer leur esprit. Et que donc, si on ne comprend pas cela, de nombreux contresens peuvent être faits. De même que quand le collège va devenir unique dans les années 50-60 en France, l'objectif n'est pas de permettre à une masse d'individus, là aussi, de s'émanciper. Mais ensuite, le problème que va avoir l'école, c'est, parmi toute cette masse d'individus qui va arriver au collège, c'est de choisir les meilleurs d'entre eux. Et donc de mettre en place des instruments, et notamment la dissertation. Pourquoi la dissertation, la rédaction, dans le système scolaire est présent, alors qu'aux États-Unis d'Amérique, pas du tout. Comment ça se fait? Pourquoi? Parce que la dissertation permet de discriminer le bon grain de livret, les meilleurs élèves des moins bons élèves. Hein, les classes populaires ne sont pas rompues à cet exercice-là, comme le seraient les classes sociales davantage favorisées. Je renvoie à la lecture de tout ce qu'a écrit Bourdieu dans Homo Academicus sur ce sujet-là. Bref, l'école est le lieu de tension entre une conception de l'universalisme qui ne cesse pas d'osciller en permanence entre l'assimilation et le rejet, et qu'on retrouve par exemple dans le film Samia de Philippe Faucon. Une scène de classe, sa professeure, alors je ne sais plus si c'est sa professeure principale, mais il s'agit de parler de l'orientation des élèves. Et Samia, c'est une jeune femme qui est partagée entre son désir d'émancipation et puis sa famille. Hein. Et voilà que cette enseignante lui prédestine une carrière femme de ménage, hein, employée de collectivité locale. C'est ce qu'elle lui dit. Ce contre quoi Samia entend se rebeller. Alors, si ce cinéma-là, dans le cas de Philippe Faucon, si le banlieue film, il est censé me documenter sur l'école en quartier populaire, me semble-t-il, hein, si c'est ça le banlieue film, et pour moi ce n'est pas ça. Mais pour la critique, là, le film de Philippe Faucon rate le coche. Montrer une jeune fille, Samia en l'occurrence, qui serait en échec scolaire, et je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je veux dire, statistiquement, les jeunes filles d'origine maghrébine réussissent plutôt bien à l'école, davantage que les jeunes hommes de type maghrébin. Et les chiffres qu'on trouve à l'INSEE qui sont très intéressants à ce propos, c'est que parmi les jeunes hommes qui sont plus en difficulté que les jeunes femmes, pour ceux qui seraient d'origine étrangère, et encore existe-t-il une origine française, ceux qui sont le plus en échec scolaire à l'école, ce ne sont pas du tout les jeunes hommes de type maghrébin. Ceux qui connaissent les taux d'échec les plus importants à l'école, ce sont les jeunes hommes portugais. Ce sont ceux qui réussissent le moins à l'école. Pourquoi? Parce que ce sont ceux dont les parents investissent le moins symboliquement dans l'école. Très tôt, les jeunes hommes d'origine portugaise vont quitter le système scolaire pour aller travailler en somme. Le modèle de réussite, je sais de quoi je parle, je suis d'origine portugaise, mais le modèle de réussite, je veux dire à grands traits, eh bien,
c'est plutôt le jeune homme qui va quitter le milieu scolaire rapidement pour aller travailler le plus tôt possible. Je le vois, je le constate même à l'université. À l'université, parmi mes étudiants, alors sous réserve de demander ce qui se passe dans les autres champs disciplinaires, mais à l'université, j'ai très très peu de jeunes hommes dont les noms sont à consonance portugaise. Très très peu. J'ai des jeunes femmes, j'ai beaucoup plus de jeunes femmes d'origine maghrébine comme de jeunes hommes d'origine maghrébine et qui réussissent très bien et beaucoup moins d'origine portugaise. Alors ces chiffres ils sont intéressants parce que dans le même temps, ces jeunes hommes d'origine portugaise qui ont quitté le système scolaire connaissent un taux de chômage moins important que ceux qui jouent le jeu de l'école, notamment les jeunes hommes d'origine maghrébine qui connaissent des taux de chômage plus importants. Très paradoxal, c'est très paradoxal. Ouais, c'est très très paradoxal et donc c'est très très intéressant. Alors voilà, si le film de Philippe Faucon est censé me renseigner sur la façon dont les jeunes femmes en banlieue réussissent ou non à l'école, bon là, si on a simplement une lecture socio-réaliste du film, c'est plutôt manqué. Sur le terrain de l'école, là aussi, il faut pouvoir dire que le banlieue film s'applique difficilement parce qu'il y a une diversité de regards. Tu vas avoir des films, alors on en pense qu'on veut, hein, mais qui sont là aussi plutôt dans la tradition de la farce. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film d'Éric Rochant, L'école pour tous, qui tente à montrer avec Ariel Elmaleh, qui tente à montrer que là, donc là, on a un individu qui a un accident avec un professeur et qui va finir par prendre la place de ce professeur, hein, qui va finir par jouer le rôle du professeur, alors qu'il n'est pas du tout professeur. Dans le film, on dit qu'il a bac-8, il n'a aucune autorité sur ses élèves. Et bref, le film semble montrer qu'en n'ayant pas d'autorité sur les élèves, ces derniers finissent par aider l'enseignant, le professeur. Hein, il hérite de la 4e la plus difficile, la 4e techno. Et donc là, on aurait un modèle d'éducation proposé par un enseignant, une forme de laisser-aller qui apparaîtrait comme forme de solution. À l'autre bout, on a ce film un an après La haine, en 96, toujours sur le plan de l'école. On a un autre film, c'est celui de Serge Lauzier, Le plus beau métier du monde, avec Gérard Depardieu. Gérard Lauzier. Gérard Lauzier, pardon, merci. Et on a un Gérard Depardieu qui apparaît dans le film comme un sauveur de la République. Hein, il vient d'Annecy, il est nommé dans une 4e aussi, qui hérite de la 4e la plus difficile. Et le film est très très intéressant parce qu'il montre qu'à un moment donné, parce qu'il est incapable de faire court, Gérard Depardieu, enfin son personnage, il décide de se retrancher dans un bunker, enfin il se retranche au sein de son domicile. Et il choisit les élèves. Assimilation, rejet. Il choisit les bons élèves. Il leur fait cours, mais chez eux, non plus à l'école. Et il leur vante les vertus, justement, de l'universalisme à la française. Hein, il y a une longue tirade sur la France, pays des droits de l'homme, mais discours qui est délivré depuis son domicile à certains élèves qu'il a choisis. Les autres, qui lui posaient problème, ou qui ont soutenu notamment un garçon pour le moins agité dans le film, tous les autres sont exclus. Hein, tout ce qui me paraît inassimilable est rejeté, sans me questionner sur leur rapport à la masculinité, à la virilité, à leur langage. Bref, on retrouve bien cette logique assimilation, rejet. Le film le montre à travers une autre scène, pour terminer juste sur celui-ci, et qui a fait quand même des millions d'entrées. On est un an après La haine, donc un certain succès, semble-t-il. On a une scène où on a des communautés immigrées différentes qui célèbrent Noël avec des chants, bref, dans une forme de concorde sociale. Et à côté de ça, on a le collège. Hein, on est dans ces affaires au début du port du voile, et on a des jeunes femmes qui sont exclues du collège en raison du port du voile parce que le lien est fait dans le film avec les barbus qui les attendraient à l'extérieur du collège. Et donc, en somme, elles se trouveraient sous la coupe de ces derniers, donc il faut absolument les exclure. Bref, le message républicain du film, pour la critique, serait mis en défaut. La critique, quand elle se livre à une analyse du film, dit combien
ici, on voit que les principes républicains ne s'appliquent pas en permanence aux uns et aux autres, quand, me semble-t-il, ils s'appliquent bel et bien si on entend le concept d'universalisme, comme j'ai tenté de le définir tout à l'heure, reposant sur cette logique assimilation-rejet. Concernant les rapports entretenus par les enseignants et les élèves dans un contexte dit républicain, on a comment dire, un panorama qui est très différent, des regards diversifiés, et qui donc permettent aux spectateurs de disposer ensuite d'images pour se faire leurs propres images. Et c'est ça qui est précieux au cinéma, me semble-t-il, et qu'on risque de perdre en ramenant en permanence ces films à un concept, c'est-à-dire ce fameux concept de banlieue film, au sens où la critique en permanence, en regardant ces films, se demande, pour les analyser, si ces films nous documentent réellement sur la banlieue. C'est-à-dire, est-ce qu'à travers les choix stylistiques et esthétiques qui sont faits, le microcosme qu'il s'agissait de décrire est en étroite corrélation avec ce qui est proposé par ce banlieue film, sans jamais questionner ce concept de banlieue film. Et donc, pour continuer sur le plan de la représentation scolaire, on a deux autres films qui sont très très précieux et qui montrent comment l'école fonctionne en contexte républicain, qui est le film L'Esquive de 2004 d'Abdelatif Kechiche, et puis on a le film de Laurent Cantet qui sera récompensé, césarisé. J'ai un trou d'un seul coup, tu vas m'aider, on est en 2008. Je ne sais plus, je crois que c'est 2008, je ne sais plus, mais en tout cas, Palme d'Or au Festival de Cannes. Oui, voilà, Palme d'Or au Festival de Cannes. Et donc, un film très important sur ce terrain-là. Tout d'abord, le film d'Abdelatif Kechiche nous montre toutes les difficultés qu'il y a pour l'école à s'adapter à certains élèves, et notamment sur le plan de la langue. La langue ici, elle est très importante parce qu'on a affaire à une petite troupe de théâtre au sein d'une classe qui sont censés jouer une pièce de théâtre de Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard. Et donc, on a un personnage central, notamment Crimeau, qui ne fait pas partie de la troupe de théâtre initialement, qui va marchander sa place au sein de cette troupe parce qu'il veut séduire l'une des jeunes femmes qui est dans cette troupe, qui est Lydia, qui est jouée par Sarah Forestier. Et donc, on a le personnage de Crimeau qui va intégrer cette troupe de théâtre. Et donc, durant le film, on a à la fois des scènes en extérieur où les élèves répètent, et puis après, ce qu'ils proposent à la professeure de français. Et ce que montre Abdelatif Kechiche dans les rapports entre les uns et les autres est d'une extrême violence. Sur le plan de la langue. La pièce est censée montrer un jeune homme d'origine maghrébine qui est censé jouer un serviteur, personnage d'Arlequin, qui lui-même s'est transformé, maquillé en aristocrate pour séduire une aristocrate à son tour. Le film s'efforçant de montrer qu'au fond, c'est ce que dit la pièce de Marivaux, c'est que l'on soit pauvre ou puissant, que l'on se déguise ou non, eh bien, les riches iront avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Bref, il y aura une détermination sociale à l'œuvre de laquelle nul ne saurait se défaire. On serait prédéterminé à aimer quelqu'un de notre milieu social, et contre cela, contre cette loi de type sociologique, on ne pourrait rien faire. Ce que le film est censé montrer. Et très tôt, Abdelatif Kechiche montre l'incapacité qu'il y a à Crimeau à incarner ce personnage, à faire sienne la langue qui est celle de ce personnage, qui joue lui-même un autre personnage. Et l'enseignante, durant le film, le lui reproche. Elle essaye au début plutôt relativement patiemment de le reprendre. Elle lui fait remarquer que en français, quand il y a une virgule, on marque un temps d'arrêt. Mais il n'empêche, Crimeau est incapable
marquer ces temps d'arrêt, c'est-à-dire de faire respirer la langue. C'est-à-dire que Grimaud, quand il répète son texte, et une fois encore, hein, il joue un personnage qui joue un autre personnage. Et pour lui, c'est impossible. Et il faut questionner ce rapport-là, cette impossibilité-là. Grimaud ne peut pas faire autrement que non pas réciter, non pas répéter, mais annonner. Il annonne. C'est-à-dire que cette langue, pour lui, n'est pas une langue vivante, elle ne respire pas, c'est une langue morte. Elle semble dans sa bouche littéralement morte. Elle ne fait pas sens, cette langue. Il a du mal à la dire déjà, il n'articule pas, elle lui dit articule. Elle lui dit articule. Elle lui dit pire. Ouais. Elle lui dit change de langue. Elle lui dit amuse-toi. Mais elle lui dit violemment. C'est-à-dire qu'elle lui intime l'ordre de changer de langue. Elle lui dit parce qu'elle s'énerve, parce qu'elle, comment dire, c'est une. Elle s'agace. Elle finit par s'énerver. Elle en peut plus. C'est ça que. Elle s'agace, alors qu'elle est en train de travailler sur une pièce de théâtre qui nous renseigne sur l'impossibilité à sortir de soi pour être autre chose. On sera toujours déterminé depuis l'extérieur par un ensemble de pesanteurs. Alors qu'elle fait travailler les élèves sur ce texte-là, elle est incapable de l'appliquer à la situation de Grimaud, qui lui-même est prédéterminé socialement par ce qu'il est, par ses envies, physiologiquement, physiquement. Bref, il y a un ensemble de forces qui pèsent sur lui de façon extérieure. Toute la question étant de savoir dans le cinéma d'Abdelatif Kechiche, qu'en faire en tant qu'individu? Que faire de toutes ces pesanteurs? Et elle est incapable de transposer ça à la situation de son élève. Et que se produit-il? In fine, elle finit par l'exclure. C'est-à-dire que Grimaud, du moins de lui faire comprendre qu'il n'a pas sa place ici. Et Grimaud, c'est la fin du film, ne jouera pas la pièce lors de la représentation finale devant tout le collège, mais on retrouvera Grimaud dans sa chambre, Lydia l'appelant, ne répondant pas aux appels de cette jeune femme dont il est amoureux, le film montrant que celle qui réussit le mieux à comprendre les enjeux de la pièce, finalement, alors c'est ce que dit souvent la critique, c'est le personnage de jeune femme blonde aux yeux bleus incarnée par Sarah Forestier, celle qui, malgré le fait qu'elle soit elle-même issue d'un quartier populaire, celle qui en maîtriserait peut-être possiblement le mieux les codes, du moins elle va demeurer dans la troupe de théâtre, quand Grimaud, eh bien lui, sans se considérant rejeté, eh bien la quitte. On aurait de nouveau à l'œuvre ces deux forces à l'œuvre dans ce concept d'universalisme. C'est-à-dire que ici est montré comment, par la langue, par l'utilisation de la langue, comme par la manière de se comporter, comment, eh bien, il existe un certain nombre de marqueurs sociaux qui excluent les individus. Ou alors, dont les individus considèrent qu'il faut, pour eux, en tirer la conclusion, c'est-à-dire s'auto-exclure eux-mêmes de toute possibilité d'intégrer, par exemple, une pièce de théâtre, une forme d'échappée. Ici, l'échappée, elle est empêchée pour le personnage de Grimaud, à la fois par l'enseignante, mais aussi par lui-même, c'est-à-dire par tout ce qu'il est, et qu'on lui renvoie, hein, l'enseignante le renvoie en permanence à ce qu'il est, et elle lui demande de sortir de ce qu'il est. C'est impossible. Un autre film très intéressant, celui de Laurent Cantet, Entre les murs. Adapté d'un livre de François Bégodeau, d'ailleurs. François Bégodeau, donc semi-autobiographique lui-même, ce livre transposé à l'écran avec François Bégodeau qui joue lui-même dans le film, hein, le rôle de ce professeur marin. Le film montre la vie d'une classe une année durant, depuis la rentrée jusqu'à la fin de l'année scolaire. On a simplement quelques scènes hors de la classe, lors des conseils de classe, pour l'un des élèves qui pose problème et qui va être exclu, parce que le professeur de français le souhaite. Ce que montre le film, notamment, mais sur le plan de la langue, comme chez Abdelatif Kechiche, c'est que les langues ne se rencontrent pas. Il n'y a pas de terrain d'entente possible
entre les langues des uns et des autres. Alors, le personnage de Marin est très intéressant parce que, à rebours du modèle proposé par l'école pour tous, hein, en somme, un professeur démissionnaire qui laisse faire les élèves. À l'autre bout de l'échiquier, le personnage dans Le plus beau métier du monde, Gérard Depardieu, un républicanisme affirmé, fort, sûr de lui-même, hein, qui vient sauver ce qui peut être sauvé en banlieue. Eh bien, Marin, le personnage de Marin est plutôt dans une forme d'entre-deux. Personnage qui s'efforce d'être sympathique, mais qui en même temps ne peut pas faire autrement que d'être dans une forme de raidissement de sa nuque, rappelant à l'autorité en permanence les élèves, demandant aux collégiens entrant dans la classe d'ôter leur capuche, de lever le doigt pour prendre la parole, de les réprimander si tel n'est pas le cas. Et puis surtout, chaque fois qu'il invite à la prise de parole, ça dégénère. Hein, quand il invite certains personnages du film à parler de leur famille, par exemple. Il y a un personnage d'origine malienne qui s'y refuse, qui finit par parler bien malgré lui. Deux autres jeunes hommes, parce qu'on leur permet de parler, vont finir par se chamailler à propos de leurs équipes nationales de football respectives. Bref, chaque tentative pour amorcer une discussion ou mettre en jeu une parole, eh bien, est mise en défaut. Marin lui-même est mis en défaut. À un moment donné dans le film, au tableau, il s'essaye à un point de langage, et puis il utilise le nom d'un personnage, il écrit Bill. Bill. Et l'une des jeunes femmes, l'une des jeunes collégiennes, lui reproche cette utilisation de Bill. Elle lui demande pourquoi ne pas utiliser un autre nom, un nom à consonance immigrée. Hein, pourquoi ne pas le faire? Et puis ça dérape. Ça dérape. Marin essaie de lui expliquer que, au fond, en recourant à l'intuition, elle devrait s'apercevoir qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un prénom à consonance étrangère dans ce cas particulier, mais il a recours à l'intuition pour expliquer cela. Il n'arrive pas à lui expliquer autrement pourquoi, plutôt que de dire au tableau Aïssatou, par exemple, lui, il écrit Bill. Il n'y a pas de terrain d'entente, ils ne s'entendent pas. Cette mésentente, elle va continuer de produire ses effets dans le film à propos de l'élève qui pose problème au sein de la classe. Lors d'un conseil de classe, Marin, il qualifie cet élève de scolairement limité. Hein, cet élève d'origine malienne, français d'origine malienne, serait scolairement inadapté. Ce qui va être rapporté par les deux délégués de classe à cet élève, qui évidemment va mal le prendre, va quitter la classe, va finir par s'enfermer dans le cliché du mauvais garçon, violent. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marin traite de pétasse les deux délégués de classe. Laurent Cantet nous montre ici qu'il y a une inadéquation. C'est-à-dire que Marin lui-même est incapable de s'appliquer cette fameuse règle, hein, quand il dit qu'il faut recourir à l'intuition pour comprendre que là, on ne va pas dire Aïssatou, mais on va plutôt dire Bill. Eh bien, il ne se l'applique pas à lui-même. Il est incapable de comprendre que le mot de pétasse, dans ce contexte-là, ne peut pas être compris par les élèves. Le fait qu'elle rapporte ce qui s'est passé durant le conseil de classe fait partie de leur mission. Et lui, il les insulte. Et le mot de pétasse, il devrait plutôt être utilisé dans un autre contexte. Bref, la langue du professeur est celle des élèves. Ce mot de pétasse que les jeunes collégiens peuvent utiliser entre eux, eh bien, ne fait pas sens dans la bouche des uns ou dans la bouche des autres. Il n'y a pas de rencontre possible. C'est ce que montre le film. Il y a un philosophe très intéressant qui s'appelle Jean-François Lyotard. Attends, juste, mais il y a un moment aussi qui est assez particulier dans ce film, c'est quand les élèves, le verbe va peut-être te choquer, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ce verbe-là qu'il faut utiliser. Les élèves soupçonnent leur professeur d'être homosexuel. C'est une séquence incroyablement surréaliste. Et ils sont finalement surpris qu'il accepte de leur répondre.
Et j'ai trouvé particulièrement cette séquence incroyable. Est-ce que ça va dans la continuité de ce que tu dis par rapport au fait qu'ils n'ont pas qu'ils ne parlent pas la même langue? Non, c'est très intéressant ce contre-exemple que tu donnes là, parce que Marin, justement, son personnage est un personnage de l'entre-deux, sur le plan éducatif, qui oscille en permanence entre un aspect sympathique et puis celui qui punit, celui qui ne veut plus comprendre, qui dit stop, ça suffit. Et donc là, on est dans ce moment où Marin essaie de jouer le jeu, mais ça présente des limites, parce que dans le film, ça ne se termine pas sur ces discussions-là, ça se termine tout à fait sur autre chose. C'est que ça se termine sur quoi? Ça se termine sur Marin qui veut absolument exclure cet élève qui lui pose problème, qui montre encore une nouvelle fois qu'on est dans cette logique, soit je peux assimiler certains élèves, et ceux que je ne peux pas assimiler, le destin qu'il leur est proposé, c'est l'exclusion. C'est l'exclusion. Voilà à quoi se réduirait l'universalisme à la française, son fameux concept d'égalité dans le traitement des élèves. C'est-à-dire que Marin, tout en ayant conscience, lors de la séance devant conduire ou non à l'exclusion de ce conseil de discipline, à l'exclusion de ce jeune homme, dont la mère est présente, mais qui ne parle pas le français, qui implore Marin de ne pas exclure son fils, dont Marin sait très bien que s'il l'exclut, il le sait parce que les délégués lui ont rapporté, il sait très bien que le jeune homme sera renvoyé au Mali par son père. Donc Marin connaît bien les enjeux. Et malgré tout, tient ferme, tient son cap et souhaite absolument que cet élève soit exclu. Et il sera effectivement exclu. Et on voit bien combien Marin aussi en permanence dans le film entre ces deux tendances et qui font que lui-même regrette parfois ce qu'il peut dire. C'est un personnage nuancé, donc un personnage très précieux cinématographiquement, parce qu'on n'est pas dans la caricature, en somme. On n'est pas dans la caricature. Ce que tente à montrer le film, aussi sur le plan de la langue, cette impossibilité à trouver un terrain d'entente. C'est ce que dit un philosophe, qui s'appelle Jean-François Lyotard, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Différent. Le Différent. Et qui se demande comment faire pour que deux types de langues, deux idiomes, puissent se rencontrer. La langue de la classe ouvrière, pour prendre un autre exemple, la langue de la classe ouvrière, elle ne pourra jamais rencontrer la langue du patronat. C'est impossible. Aucun terrain d'entente n'est possible. Parce que tout simplement, même si le patronat, via des syndicats, prête l'oreille à ce que disent les classes populaires, les classes ouvrières, il n'empêche que le logiciel du patronat, c'est, peut-être un peu provocante, mais c'est l'extorsion de la plus-value. C'est faire de la plus-value. Et à partir de là, si son logiciel c'est faire de la plus-value, il peut prêter l'oreille autant qu'il voudra aux revendications syndicales comme ouvrières, il n'y aura pas de terrain d'entente possible. Alors Jean-François Lyotard lui explique qu'il faudrait pouvoir mettre en place un lieu qu'il nomme un tribunal, articulé sur une logique judiciaire, où les torts de chacun puissent s'exprimer, qu'on puisse trouver des lieux de rencontre où les torts de chacun puissent enfin s'exprimer. Normalement, ce lieu devrait être celui de l'école. C'est-à-dire l'endroit où, possiblement, la langue du professeur rencontre celle de ses élèves. Chez Abdelatif Kechiche, on voit très bien que le savoir ne circule que du haut vers le bas. L'enseignante est incapable de se saisir de l'énergie, du vocabulaire de ces jeunes collégiens. Chez Laurent Cantet, idem. On n'a pas de terrain d'entente possible. Le film se termine comment? On a l'impression d'une forme d'entente. Il y a un match de football qui est organisé entre les professeurs et les élèves. Fausse image. La dernière image, c'est des élèves. Ce sont des élèves qui quittent la classe après que Marin leur ait proposé une sorte de portrait robot et pour leur demander ce qu'ils ont pensé au fond de ce qui s'est passé dans la classe un an durant. S'est-il produit quelque chose? Et le résultat, il est terrible. Le résultat, c'est quoi? C'est rien. L'une des élèves dit
j'ai lu La République de Platon. Très bien, bravo, bravo. Sauf que c'est hors contexte scolaire. Ça ne figure pas parmi tout ce qu'a pu proposer Marin à ses élèves et qui ne les intéressait pas du tout. Échec, dit encore cette jeune femme, sur le plan de la vie scolaire, hein, de la vie sociale au sein de l'école. Pour elle, c'est un échec. Ça n'a pas fonctionné. Et finalement, qui tente à montrer que l'école, ici, est mise en défaut, mais c'est très important, non pas par les élèves eux-mêmes, non pas simplement, du moins, par les élèves eux-mêmes, mais en raison des principes qui sont censés régir la vie scolaire, la vie au sein d'une classe, ce fameux universalisme républicain, hein, l'idée qu'il faudrait pouvoir traiter chacun de façon égale et de l'accueillir dans sa diversité et sa différence. Le modèle scolaire n'a pas été pensé pour justement intégrer les différences. Il a été pensé pour homogénéiser. Et dès lors que cette homogénéisation est rendue difficile, on se sépare des éléments, des individus, parce qu'il s'agit d'individus, qui ne permettent pas que République se fasse, au fond, que la République se tienne. Et pour conclure, on a le sentiment d'être un peu cinématographiquement aussi dans ce qu'une sociologue s'appelle Nacera Genif-Souilamas, qu'on retrouve d'ailleurs chez Rabat Al-Morsaïmech, écrit dans un ouvrage qui s'appelle « La République mise à nu par son immigration », où elle explique en somme que les images que l'on a, notamment des jeunes issus de l'immigration, de la seconde génération de l'immigration, oscilleraient entre deux clichés. Pour les jeunes hommes, je parle de ceux qui paraissent comme étant inassimilables. Chez les jeunes hommes, on aurait des garçons montrés le plus souvent violents, parce qu'ils seraient irréductiblement violents, qui les renverraient à une nature sauvage, une manière de les essentialiser, c'est-à-dire que par nature, ils seraient violents. Ça, c'est le garçon. Sans que jamais soit interrogé un individu qui est en quête de repères de sa masculinité, là où précisément la masculinité ferait défaut. Et puis, on aurait côté féminin, c'est-à-dire au sens de ce qui serait rejeté par le système scolaire, on aurait la jeune femme, la jeune fille voilée. On aurait la jeune fille voilée, c'est-à-dire celle-ci. L'autre modèle, ce serait bien une jeune femme qui est soumise à un ordre patriarcal et incapable de s'inventer dans un autre destin que celui qui aurait été dessiné soit par ce modèle patriarcal ou par les grands frères du quartier. Voilà. Entre deux, on aurait le bon musulman, c'est-à-dire le musulman laïque, alors qui lui est intégré dans la classe. C'est le fameux bon musulman, c'est-à-dire en somme, celui qui ferait le ramadan, mais qui de temps à autre pourrait boire une bière, par exemple. Ce serait le bon musulman, dit cette sociologue. Et puis, on aurait ensuite la jeune femme, la beurette, c'est-à-dire la beurette studieuse ou sexy. Voilà. Donc, on serait à peu près dans ces modèles-là, et la façon dont l'école les intégrerait pour le bon musulman laïque et pour la beurette studieuse ou sexy au sein de l'école, et puis les deux autres modèles que l'école repousserait en dehors de l'école. Le problème, c'est que, comme pour le banlieue film, ça manque de nuances, singulièrement, entre les uns et les autres, mais alors là aussi, ça n'a pas de valeur sociologique, ce que je vais dire là, mais pour prendre par exemple l'exemple de jeunes femmes voilées, à l'université, ça n'existe pas, la jeune femme voilée.
je ne sais pas où elles se trouvent. C'est-à-dire que parmi elles, il y a une diversité telle. Elles sont tellement différentes que je serais bien incapable, en tout cas moi, en tant qu'enseignant, de t'expliquer combien je sais ce que c'est qu'une jeune femme voilée. Je suis incapable de te le dire. Il y a une variété, il y a des parcours très différents, des logiques très différentes, et c'est ce dont semble manquer singulièrement ce concept de banlieue film, qui semble vouloir arraisonner le banlieue, la banlieue, selon sa logique propre, sans jamais que soit questionné ce concept. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.